Imagine un instant que tu pourrais te parler différemment. Pas de la façon dont tu te parles habituellement, cette petite voix intérieure qui commente, juge, critique, compare. Non. Imagine que tu pourrais te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément, avec douceur, avec patience, avec une confiance absolue en ce que cette personne peut devenir. C'est cette question que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Et je te préviens tout de suite, ce que nous allons traverser ensemble n'est pas une technique magique. C'est pas une promesse de transformation instantanée. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et à mon sens de beaucoup plus réel. C'est une invitation à changer la relation la plus importante de ta vie, celle que tu entretiens avec toi-même. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et depuis des décennies, j'accompagne des hommes et des femmes qui souffrent, qui cherchent, qui essaient de comprendre pourquoi leur vie ne ressemble pas tout à fait à ce qu'ils espéraient. Et dans cette longue pratique, j'ai observé quelque chose d'extraordinairement constant. Les personnes qui arrivent à attirer ce qu'elles désirent, une vie plus pleine, des relations plus vraies, un travail qui a du sens, une paix intérieure durable, ces personnes ne font pas forcément plus d'efforts que les autres. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes, plus talentueuses, mieux dotées par la vie, mais elles se parlent différemment. Elles ont appris, consciemment ou non, à cultiver un dialogue intérieur qui nourrit plutôt qu'il ne dévaste. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose de simple dans son intention, mais de puissant dans ses effets. Je voudrais t'inviter à expérimenter pendant 3 jours, juste 3 jours, une façon nouvelle de te parler. Et je voudrais t'expliquer pourquoi ces 3 jours peuvent changer quelque chose de fondamental dans ta façon d'être au monde. Mais avant de parler de ces 3 jours, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi le dialogue intérieur est si important. Parce que si on ne comprend pas vraiment le terrain sur lequel on travaille, les outils qu'on essaie d'utiliser glissent entre les doigts comme du sable. Alors, commençons par le début. Tu sais, la plupart des gens ne réalisent pas vraiment à quel point ils se parlent. C'est un peu comme la respiration, ça se passe tellement automatiquement qu'on n'y prête plus attention. Pourtant, si tu prenais le temps aujourd'hui d'écouter vraiment ce qui se passe dans ta tête, pas les grandes pensées, pas les projets, pas les réflexions élaborées, mais juste le fond sonore constant, cette petite musique de fond qui accompagne chaque moment de ta journée, tu serais peu être surpris de ce que tu y trouverais. Des chercheurs en psychologie cognitive estiment que nous produisons entre 50 000 et 80 000 pensées par jour. 50 000 à 80 000. C'est un nombre qui donne le vertige et parmi ces pensées, une grande majorité sont répétitives, elles reviennent comme des disques rayés tournés en boucle. Et pour beaucoup d'entre nous, et je dis bien pour beaucoup, parce que c'est une réalité humaine très commune, pas une pathologie rare, une part significative de ces pensées est négative, critique, sévère, impatiente. On se dit je suis nul dans ce domaine. On se dit je n'y arriverai jamais. On se dit qui suis-je pour penser que je mérite ça. On se dit les autres font mieux. On se dit je suis trop ceci, pas assez cela. Et ce qui est fascinant et un peu douloureux à comprendre, c'est que ces pensées ne sont pas neutres. Elles ne traversent pas simplement notre esprit sans laisser de traces comme des nuages qui passent dans un ciel vide. Non, ces pensées ont des effets sur notre corps, sur nos émotions, sur nos comportements, sur ce que nous osons entreprendre ou pas, sur les opportunités que nous saisissons ou que nous laissons passer, sur la façon dont les autres nous perçoivent, parce que ce que nous ressentons de nous-mêmes transparaît, souvent bien plus que nous ne le croyons. Il y a une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années, appelons-la Marie, les prénoms sont bien sûr changés. Marie était une femme brillante, compétente, aimée de ses collègues, mais elle n'obtenait jamais les promotions qu'elle méritait. Elle venait me voir en disant: «Le monde n'est pas juste, personne ne me voit vraiment», et en travaillant avec elle, en l'aidant à observer son propre dialogue intérieur, nous avons découvert quelque chose d'étonnant.
Marie se répétait, depuis l'enfance, une phrase apprise, sans qu'on lui enseigne directement: les gens comme moi ne réussissent pas vraiment. Cette conviction profonde, intériorisée sitôt qu'elle était devenue invisible, colorait tout. La façon dont elle entrait dans une pièce, la façon dont elle prenait la parole, ou plutôt dont elle évitait de la prendre, la façon dont elle déclinait les opportunités avant même qu'on lui propose quoi que ce soit, par peur de décevoir. Le monde ne la voyait pas parce qu'elle-même avait appris à ne pas se voir. Ce que j'observe dans ma pratique et ce que la recherche en psychologie confirme de façon de plus en plus solide, c'est que le dialogue intérieur est une forme d'entraînement permanent. Nous nous entraînons chaque jour à voir le monde d'une certaine façon. Et progressivement, cet entraînement façonne notre cerveau, notre système nerveux, notre façon de réagir aux événements. La neuroplasticité, cette capacité étonnante du cerveau à se modifier en fonction de nos expériences répétées, s'applique aussi à nos pensées. Ce qu'on se répète souvent finit par creuser des sillons profonds dans notre façon de traiter la réalité. Voilà pourquoi changer sa façon de se parler n'est pas une question de pensée positive superficielle. Ce n'est pas une question de se mentir à soi-même en prétendant que tout va bien quand tout va mal. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, beaucoup plus honnête. C'est apprendre à se parler avec la même bienveillance lucide qu'un bon ami, quelqu'un qui te dit la vérité, mais qui le fait avec amour. Quelqu'un qui reconnaît tes difficultés sans t'y enfermer, quelqu'un qui croit en toi-même quand toi tu doutes. Et c'est exactement ce que je veux qu'on explore maintenant. Comment se parler ainsi, concrètement, dans la vie quotidienne. Pas dans un état méditatif idéal, pas dans les rares moments de sérénité, mais dans le quotidien réel, avec ses frictions, ses impatiences, ses déceptions. Le premier principe que je veux partager avec toi, c'est celui que j'appelle la conscience bienveillante. Et c'est peut être le plus fondamental de tous. Avant de pouvoir changer quelque chose à son dialogue intérieur, il faut d'abord l'entendre, vraiment l'entendre. Pas pour le juger, ce serait tomber dans le même piège, mais pour simplement le constater, comme un observateur curieux plutôt que comme un tribunal. Il y a dans la tradition bouddhiste une image que j'aime beaucoup. On parle du mental du débutant, cette capacité à regarder ce qu'on connaît depuis toujours comme si on le voyait pour la première fois. C'est cela, la conscience bienveillante, c'est regarder ses propres pensées avec une sorte de surprise douce. Tiens, me voilà encore en train de me dire que je ne suis pas à la hauteur. C'est intéressant. D'où vient cette pensée? À quoi me sert-elle? Ce simple fait d'observer plutôt que d'être emporté est déjà une transformation. Parce que tant que nous sommes identifiés à nos pensées, tant que nous croyons que nos pensées, c'est nous, nous n'avons aucune liberté. Nous réagissons mécaniquement, mais dès l'instant où on commence à se dire je remarque que j'ai cette pensée, quelque chose change, un espace s'ouvre, et dans cet espace, il devient possible de choisir. Je te propose un petit exercice pour incarner ce premier principe. Pendant les prochains jours, plusieurs fois dans la journée quand tu t'y penses, pas forcément avec une discipline militaire, prends 30 secondes pour simplement noter sans les juger, les pensées qui occupent ton esprit à ce moment précis. Juste les observer, les voir défiler comme s'ils étaient sur un écran. Et si une pensée est négative, au lieu de chercher immédiatement à la supprimer ou à la remplacer, dis-toi simplement: je remarque que j'ai cette pensée. C'est tout. Cette petite phrase crée une distance saine. Elle ne nie pas la pensée, elle ne prétend pas qu'elle est fausse, mais elle te replace dans la position de l'observateur, pas de la victime. Et maintenant, je veux t'amener vers le deuxième principe, qui découle naturellement du premier. Je l'appelle la conversation de l'ami intérieur. Imagine que tu as un ami, un vrai ami, quelqu'un de proche et de sage, et que cet ami traverse exactement les mêmes difficultés que toi en ce moment. Il vient te voir et il te dit: je n'y arrive pas, je me sens nul, j'ai échoué, encore une fois. Que lui dirais-tu? Avec quelle voix? Avec quelle chaleur? Je peux te garantir que tu ne lui dirais pas ce que tu te dis souvent à toi-même.
Tu ne lui dirais pas, normal que tu n'y arrives pas, tu as jamais été vraiment capable. Tu ne lui dirais pas, tu vois bien que tu es, inférieur aux autres. Non, tu lui dirais peut-être, c'est difficile, ce que tu traverses, mais je sais que tu as déjà, surmonté des choses difficiles avant. Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là? Tu lui dirais: peut-être, un échec ne définit pas qui tu es. Ce que tu fais de cet échec, oui, peut être, mais l'échec lui-même est non. Et puis vient la question qui dérange, pourquoi est-ce qu'on se permet de se parler à soi-même d'une façon qu'on n'oserait jamais utiliser avec quelqu'un qu'on aime? La psychologue Christine Neff, qui est l'une des chercheuses les plus importantes sur la compassion envers soi-même, ce qu'elle appelle la self-compassion, a montré dans des dizaines d'études que les personnes qui s'accordent à elles-mêmes la même gentillesse qu'elles accordent à leurs proches sont plus résilientes, plus créatives, plus capables de prendre des risques et c'est contre-intuitif, plus motivées à s'améliorer, pas moins. Contrairement à ce que beaucoup craignent, être doux avec soi-même ne conduit pas à la complaisance ou à la paresse. Au contraire, quand on ne se sent plus constamment menacé par son propre regard intérieur, on peut agir depuis un lieu de confiance plutôt que depuis un lieu de peur. Et la peur, j'insiste là-dessus, est un carburant particulièrement toxique pour la croissance personnelle. Elle peut te faire avancer pendant un temps, elle peut te faire décrocher une promotion, finir un projet, accomplir une performance. Mais à quel prix et pour combien de temps? La peur use, la peur rétrécit le champ des possibles. La peur te fait courir vers quelque chose pour fuir autre chose, et tôt ou tard, la fuite s'essouffle. La confiance, elle, est un carburant propre, elle dure, elle grandit avec l'usage, et elle commence toujours, toujours à l'intérieur. Si ce contenu t'aide à voir les choses différemment, si tu sens que quelque chose résonne en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. C'est une façon simple de me dire que ce travail a du sens et ça me permet de continuer à t'offrir ce type de réflexion. Continuons. Parce que nous arrivons maintenant à ce que je considère comme le cœur de tout ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est la question du langage. Pas le langage au sens académique du terme, le langage vivant, les mots que tu utilises dans ta tête et à voix haute pour te décrire toi-même et pour décrire ta vie. Il y a une phrase que je répète souvent à mes patients et que j'ai eu l'occasion d'observer vérifier des centaines de fois. Nous ne vivons pas seulement dans le monde réel. Nous vivons dans le monde que nos mots créent. Laisse-moi te donner un exemple très concret. Imagine que quelque chose de difficile t'arrive, tu rates une présentation au travail, disons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation objective. La première se dit: je suis un désastre. Je ne suis pas fait pour ça. Je vais toujours échouer dans ce genre de choses. La deuxième se dit: cette présentation ne s'est pas passée comme je le voulais. Je n'ai pas été à mon niveau aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour la prochaine fois? Ces deux monologues intérieurs décrivent exactement le même événement, mais ils créent deux réalités radicalement différentes. Dans le premier cas, l'événement devient une confirmation d'une identité fixe et défaillante. Dans le deuxième, il devient une information, une expérience, un point de départ. Et ce qui va se passer ensuite sera différent. La première personne sera probablement envahie d'anxiété, peut être qu'elle évitera les prochaines occasions de se présenter en public, peut être qu'elle développera une forme de résignation apprise. La deuxième personne va probablement analyser ce qui s'est passé, chercher à se préparer mieux et avec le temps s'améliorer. C'est pas de la magie, c'est simplement la logique de l'esprit humain. Les mots que nous utilisons pour nous décrire nous-mêmes s'appellent en psychologie les étiquettes identitaires. Je suis quelqu'un qui. Et ces étiquettes ont un pouvoir énorme parce qu'une fois qu'on les a collées sur soi, le cerveau fait tout pour les confirmer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, cette tendance naturelle à chercher et à retenir les informations qui confirment nos croyances préexistantes.
Si tu te dis que tu es quelqu'un qui n'est pas chanceux, ton cerveau va naturellement s'arrêter sur toutes les preuves de ta malchance et glisser sur tes succès. Si tu te dis que tu es quelqu'un qui est naturellement anxieux, tu vas interpréter chaque tension dans ton corps comme de l'anxiété, alors que ce pourrait être de l'excitation, de l'anticipation, de l'énergie. Voilà pourquoi le travail sur le dialogue intérieur passe nécessairement par un travail sur le langage, sur les étiquettes qu'on se donne, sur la façon dont on formule ses expériences. Je ne suis pas en train de te dire de te mentir, je ne suis pas en train de te dire de remplacer je suis anxieux par je suis parfaitement serein. Si tu ressens de l'anxiété, ce serait du déni, pas de la croissance. Ce que je te propose, c'est quelque chose de plus fin, remplacer les formulations permanentes et identitaires par des formulations temporaires et comportementales. Au lieu de je suis anxieux, peut être je ressens de l'anxiété en ce moment. Au lieu de je suis un raté, peut être j'ai raté cette tentative. Au lieu de je ne mérite pas le succès, peut être je n'ai pas encore appris à accueillir le succès pleinement. Tu vois la différence? Dans la première série, l'expérience est permanente et elle définit qui tu es. Dans la deuxième, elle est temporaire et elle décrit ce qui se passe. C'est une distinction fondamentale et cette distinction pratiquée régulièrement change vraiment quelque chose, pas du jour au lendemain. Ces sillons neuraux dont je parlais tout à l'heure sont profonds, ils se sont formés sur des années, parfois des décennies. On ne les efface pas en une journée, mais on peut commencer à en creuser de nouveau. Et avec la régularité, les nouveaux sillons deviennent plus profonds que les anciens. Voilà la promesse des 3 jours. Pas une transformation totale, pas la disparition de toutes les pensées difficiles, mais le début d'un nouveau sillon, une première expérience concrète de ce que ça fait de se parler autrement, et cette expérience, même brève, peut être le point de départ de quelque chose de durable. Maintenant, j'aimerais approfondir un aspect qui me tient particulièrement à cœur et qui est souvent négligé dans les discussions sur le dialogue intérieur. C'est la question du passé. Beaucoup d'entre nous se parlent durement à propos du passé. Nous repassons en boucle des erreurs anciennes. Nous nous reprochons des choses que nous avons faites ou dites, parfois il y a des années, parfois il y a des décennies. Nous portons ces reproches comme une sorte de punition que nous estimons méritée. Il y a quelque chose de profondément humain dans ça. Une partie de nous croit sincèrement que se flageller à propos du passé est une forme de responsabilité, comme si arrêter de se reprocher quelque chose, c'était excuser ce qu'on a fait, comme si la souffrance intérieure était le prix juste à payer pour avoir été imparfait. Mais je veux te proposer de regarder ça autrement. Je veux te demander, est-ce que te reprocher quelque chose que tu ne peux plus changer t'a jamais aidé à faire mieux? Est-ce que la culpabilité chronique t'a rendu meilleur, plus présent, plus généreux? Dans ma pratique, la réponse est presque toujours non. La culpabilité aiguë, à court terme celle qui survient juste après une action qu'on regrette, peut avoir une valeur. Elle peut nous pousser à réparer, à nous excuser, à changer notre comportement. C'est la culpabilité utile. Mais la culpabilité chronique, qui s'accroche sur le long terme, n'est plus un signal utile. Elle est devenue une habitude, une façon de maintenir une certaine image de soi comme quelqu'un qui a mal agi, et paradoxalement, cette image, aussi douloureuse qu'elle soit, est familière. Et nous avons tendance à rester dans ce qui est familier, même quand c'est douloureux, plutôt que de nous aventurer dans l'inconnu d'une vie sans cette culpabilité. La vraie responsabilité vice du passé, ce n'est pas de souffrir à cause de lui indéfiniment. C'est d'en extraire ce qu'il a à nous apprendre, de réparer ce qui peut être réparé et de continuer à avancer. C'est d'avoir la sagesse de dire j'ai fait quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, j'ai compris pourquoi, j'ai fait de mon mieux pour réparer et maintenant j'avance. Cette phrase j'avance n'est pas une fuite, ce n'est pas un déni, c'est une affirmation de vie.
C'est reconnaître que le présent a besoin de toi entier, pas alourdi par ce qui ne peut plus être changé. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que la façon dont on se parle du passé influence directement ce qu'on attend du futur. Si le passé est dans ta voix intérieure une collection d'échecs et d'erreurs, le futur sera teinté de méfiance. Pourquoi essayer si l'expérience me montre que j'échoue? Mais si le passé est une collection d'expériences, certaines douloureuses, certaines belles, toutes instructives, alors le futur devient un espace d'exploration plutôt qu'un champ de mine. Prenons un moment pour souffler, parce que je réalise que nous avons exploré des territoires assez intenses. Et c'est important, ce que je te dis là, mais il est aussi important de ne pas se laisser submerger. Alors laisse-moi te proposer quelque chose. Prends une grande inspiration. Vraiment, si tu peux le faire en ce moment, fais-le. Inspire lentement, retiens un instant et laisse sortir l'air doucement. Ce simple geste active le système nerveux parasympathique. C'est la partie de ton système nerveux qui gère le calme, la récupération, la réflexion. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie. Une respiration consciente, c'est une façon concrète de te parler avec bienveillance à travers ton corps. Si tu es là depuis le début, si tu as suivi ce chemin avec moi, je t'en suis reconnaissant. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette réflexion avec quelqu'un autour de toi qui pourrait en avoir besoin. Souvent, les contenus qui nous touchent le plus sont précisément ceux dont les autres ont besoin d'entendre. Revenons à notre exploration parce que je veux maintenant parler de quelque chose de très pratique. Je veux te parler des 3 jours concrètement et de ce que tu peux faire heure après heure pour expérimenter ce changement de dialogue intérieur. Le premier jour, je l'appellerai le jour de l'écoute. Ce jour-là, tu ne cherches pas encore à changer quoi que ce soit. Tu écoutes seulement. Tu deviens un anthropologue de ta propre vie intérieure. Tu observes avec curiosité et sans jugement les pensées qui émergent, particulièrement celles qui surgissent dans les moments de stress, de doute ou d'erreur. Qu'est-ce que tu te dis? Dans quelle voix? Avec quelle sévérité? Avec quelle fréquence? Certains thèmes reviennent-ils? Il peut être utile, ce premier jour, de noter quelques-unes de ces pensées, pas pour les analyser en profondeur, juste pour les voir. Les poser sur le papier crée une distance. Quand une pensée reste dans ta tête, elle occupe tout l'espace. Quand tu la poses sur le papier, elle reprend ses vraies proportions. Souvent, vue écrite, une pensée qui semblait menaçante devient simplement une pensée. Pas un fait, pas une vérité absolue, juste une pensée parmi d'autres. Le deuxième jour, je l'appellerai le jour du questionnement. Ce jour-là, chaque fois qu'une pensée sévère ou limitante émerge, tu lui poses une question simple. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vraiment? À 100%? Et souvent, tu découvriras que non, que la pensée est une exagération, une généralisation, une interprétation parmi d'autres possibles. Non pas qu'elle soit entièrement fausse, parfois il y a un noyau de vérité dedans et c'est important de le reconnaître, mais elle est rarement toute la vérité. Et puis tu te poses une deuxième question, comment me parlerais-je si j'étais mon meilleur ami dans cette situation? Et tu essaies vraiment de formuler cette réponse avec les mots d'un ami, chaleureusement, honnêtement, avec foi dans ta capacité à traverser ce qui se présente. Je connais quelqu'un, appelons-le Thomas, qui traversait une période professionnelle très difficile. Il venait de perdre un contrat important et sa voix intérieure lui répétait en boucle. Tu n'es pas assez compétent pour ce marché. Tu aurais dû te préparer mieux. Les autres font mieux que toi. Je lui ai proposé cet exercice du deuxième jour. Et ce qui est apparu, quand il a essayé de se parler comme à un ami, l'a lui-même surpris. La voix de l'ami disait « Ce contrat est perdu, c'est décevant, mais tu as décroché 10 contrats avant celui-là, tu sais ce que tu fais. » Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette expérience? La même situation, mais une toute autre issue émotionnelle. Thomas m'a dit « C'est étrange, mais cette voix-là me donne envie d'agir. L'autre me donnait envie de me terrer. » C'est exactement ça. La voix bienveillante n'est pas naïve. Elle ne minimise pas la réalité, mais elle te replace dans une posture
d'acteur plutôt que de victime. Le troisième jour, et c'est celui que je préfère, je l'appellerai le jour de l'affirmation ancrée. Et attention, quand je dis affirmation, je ne parle pas de ces phrases creuses qu'on se répète devant le miroir sans vraiment y croire. Je suis merveilleux, je mérite tout, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Non, ces affirmations-là ne fonctionnent généralement pas parce que quelque part en nous, une partie sait que c'est vide. Et cette partie résiste. Ce dont je parle, c'est d'affirmations qui sont vraies et qui te rappellent quelque chose d'important sur toi-même. Des affirmations qui sont ancrées dans du réel. Par exemple, j'ai traversé des moments difficiles avant et j'en suis sorti. C'est une affirmation vraie. Je suis capable d'apprendre. C'est presque toujours vrai. Je mérite d'être traité avec respect par les autres et par moi-même. C'est profondément vrai. Ces affirmations-là, quand elles résonnent avec quelque chose de réel en nous, ont un effet très différent des affirmations creuses. Elles ne nient pas les difficultés, elles les replacent dans un contexte plus large, un contexte où tu es capable, où tu as de la ressource, où ta valeur n'est pas déterminée par tes performances. Et le troisième jour, l'idée est de commencer à tisser ces affirmations ancrées dans ton dialogue intérieur quotidien, pas toute la journée, pas de façon obsessionnelle, mais comme des petites ancres que tu poses de temps en temps pour te rappeler qui tu es vraiment. Je veux maintenant parler d'un aspect qui est souvent le plus résistant dans tout ce travail. C'est ce que j'appelle la voie de la protection. Quand on commence à vouloir changer son dialogue intérieur, on rencontre souvent une résistance. Une partie de nous s'oppose au changement, même quand le changement est clairement bénéfique. Et cette résistance, elle n'est pas irrationnelle, elle a sa logique propre. Cette voix critique intérieure, aussi dure et blessante qu'elle soit, a souvent été mise en place dans notre enfance ou notre adolescence pour nous protéger, pour éviter les déceptions, pour ne pas prendre de risques, pour anticiper les critiques des autres avant qu'elles arrivent. Si je me critique moi-même, avant que les autres le fassent, je garde le contrôle de la situation. Si je ne m'attends à rien de bon, je ne risque pas d'être déçu. C'est une logique de survie. Et à un moment de notre vie, probablement dans un environnement où nous n'avions pas toujours accès à la sécurité émotionnelle, cette stratégie avait du sens. Elle nous a peu être protégés, mais nous ne sommes plus dans cet environnement. Nous sommes adultes, nous avons des ressources que nous n'avions pas étant enfants. Et cette stratégie de protection qui avait sa pertinence à un moment est maintenant devenue un frein. Voilà pourquoi quand la voix critique revient et elle reviendra, sois-en certain, je te suggère de ne pas la combattre frontalement. La combattre, c'est lui donner plus d'énergie. À la place, essaie de la remercier, pas ironiquement, sincèrement. Merci pour cette mise en garde. Je vois que tu essayes de me protéger, mais je n'ai plus besoin de cette protection de cette façon-là. Je peux avancer, et puis tu avances. Cette façon de faire reconnaître la voix sans la combattre, ni la suivre, vient de ce qu'on appelle en psychologie la thérapie d'acceptation et d'engagement. L'idée n'est pas d'éliminer les pensées difficiles, ce qui est de toute façon impossible, mais de changer la relation qu'on entretient avec elles, de passer de cette pensée me définit et me contrôle à cette pensée existe, je la remarque, et je choisis comment agir indépendamment d'elle. C'est une forme de liberté intérieure que beaucoup de gens ne réalisent pas être accessible, parce que nous grandissons souvent avec l'idée que nos pensées sont nous. Que si j'ai une pensée anxieuse, je suis anxieux, que si j'ai une pensée triste, je suis triste. Mais nous sommes beaucoup plus que nos pensées, nous sommes celui ou celle qui les observe. Et cet observateur-là est infiniment plus stable, plus sage, plus calme que le flux des pensées qui passent. Dans les traditions contemplatives, que ce soit dans la méditation bouddhiste, dans les pratiques de pleine conscience adaptées en Occident, ou même dans certaines formes de prière dans les traditions chrétiennes, on retrouve cette même idée. La partie profonde de nous qui observe n'est pas emportée par le flux des pensées. Elle est stable, elle est là.
Et plus on apprend à s'y ancrer, plus on a accès à une forme de sérénité qui n'est pas l'absence de difficulté, mais la capacité de rester debout au milieu d'elle. Et c'est là que le lien avec l'attraction devient clair. Pas une attraction magique au sens littéral du terme, mais une attraction au sens psychologique et relationnel. Quand tu es ancré dans cet observateur calme, quand tu te parles avec bienveillance et lucidité, plusieurs choses changent objectivement dans ta vie. Tu prends de meilleures décisions parce que tu n'es plus gouverné par la peur ou par la réactivité émotionnelle. Tu oses davantage parce que l'échec n'est plus une menace existentielle mais une information. Tu rayonnes différemment et je sais que ce mot peut sembler un peu abstrait, mais les chercheurs en communication non verbale ont montré que notre état intérieur influence profondément les signaux que nous envoyons aux autres. La confiance, la chaleur, l'ouverture, tout ça se lie dans notre façon de tenir notre corps, de regarder les gens, d'écouter, de parler. Et ces signaux influencent les réponses que nous obtenons. Tu attires vers toi ce que tu es, pas de façon mystique, de façon humaine, concrète, psychologique. La qualité de ta présence à toi-même détermine la qualité de ta présence au monde. N'oublie pas, si tu arrives jusqu'ici et que ce contenu fait quelque chose en toi, à t'abonner, à le partager. Ce type de réflexion a besoin de se propager parce que trop de gens se font du mal avec leurs propres mots sans s'en rendre compte. Je voudrais aborder maintenant un dernier aspect important avant de conclure, c'est la question de la cohérence entre ce qu'on se dit et ce qu'on fait. Il y a un piège dans lequel on peut tomber avec le travail sur le dialogue intérieur. Croire que les mots suffisent, qu'il suffit de se parler différemment pour que les choses changent. Et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais seulement si les nouveaux mots sont suivis d'action. Parce que notre cerveau est aussi très attentif à ce que nous faisons, pas seulement à ce que nous pensons. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. Quand ce qu'on pense et ce qu'on fait sont en contradiction, notre cerveau ressent une tension désagréable. Et il cherche à résoudre cette tension soit en changeant sa façon de penser, soit en changeant son comportement. On peut utiliser ce mécanisme à notre avantage. Si tu commences à te dire je suis quelqu'un qui prend soin de lui, une affirmation ancrée et que tu ne fais rien qui corresponde à ça, ton cerveau va rapidement rejeter cette affirmation comme fausse. Il va dire non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas dormi suffisamment, tu ne manges pas bien, tu ne t'accordes aucun repos. Et la dissonance va renforcer la croyance négative plutôt que la dissoudre. Mais si tu accompagnes cette nouvelle façon de te parler de petites actions cohérentes, même très petites, alors quelque chose de puissant se produit. Les actions confirment les nouveaux mots. Et les nouveaux mots renforcent les actions. C'est un cercle vertueux. Voilà pourquoi, dans les 3 jours que je te propose, je t'encourage à associer chaque affirmation ancrée à une toute petite action. Si tu te dis je suis quelqu'un qui prend soin de lui, fais quelque chose aujourd'hui, même minime, qui corresponde à ça, bois un verre d'eau, prends 5 minutes pour t'asseoir en silence, marche un peu à l'air frais, l'action n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être cohérente avec le nouveau récit que tu construis sur toi-même. Si tu te dis je suis quelqu'un qui ose, prends aujourd'hui une toute petite décision qui correspond à ça. Envoie un message que tu repoussais, dis quelque chose à voix haute que tu gardais pour toi. Commence une page d'un projet qui attendait. L'acte lui-même n'est pas important. Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie à ton cerveau. Vois, c'est vrai, je suis quelqu'un qui ose. Ce n'est pas de la auto-persuasion naïve, c'est de la neuropsychologie appliquée. Notre identité se construit à travers la répétition d'actions, pas seulement à travers la répétition de pensées. Et en choisissant consciemment les petites actions que tu répètes, tu choisis qui tu es en train de devenir. Il y a une phrase que j'attribue à Aristote et que j'aime beaucoup citer, même si la traduction exacte en est souvent discutée. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Je l'élargirai ainsi.
Nous sommes ce que nous nous répétons de façon habituelle dans nos actes, mais aussi dans nos mots intérieurs, et progressivement, pas en 3 jours, soyons honnêtes, mais en commençant ces 3 jours, tu deviens quelqu'un qui se parle bien, qui se traite avec respect, qui accueille ses difficultés sans les amplifier, qui reconnaît ses ressources sans les minimiser. Et cette personne-là attire effectivement des choses différentes. Des opportunités qu'elle osait moins saisir avant, des relations qui correspondent mieux à qui elle est vraiment, une vie qui ressemble davantage à ce qu'elle aspire. C'est pas une promesse irréaliste. C'est la logique simple de ce qui se passe quand on cesse de se saboter de l'intérieur. Nous arrivons maintenant vers la fin de notre temps ensemble et avant de te laisser, je voudrais résumer les points les plus essentiels de ce que nous avons partagé et te laisser avec quelques mots du cœur. Ce que nous avons exploré ensemble, c'est une invitation à la conscience de ce que tu te dis, la conscience de l'effet que ces mots ont sur toi et la conscience que tu as le pouvoir de choisir progressivement de te parler autrement. Le premier principe est celui de la conscience bienveillante. Observer ses pensées sans les combattre ni les subir, avec la curiosité d'un observateur plutôt que le verdict d'un juge. Le deuxième est celui de la conversation de l'ami intérieur. Se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime et en qui on croit profondément. Le troisième est celui du langage transformateur, remplacer les étiquettes permanentes et identitaires par des formulations temporaires et comportementales. Passer de je suis à je ressens ou j'ai fait, dans les moments où ces formulations nous enferment plutôt qu'elles ne nous libèrent. Le quatrième est celui de la paix avec le passé, extraire la leçon, réparer ce qui peut l'être et avancer, sans nier, sans fuir, mais sans rester prisonnier de ce qui ne peut plus être changé. Le cinquième est celui de la cohérence entre mots et actes. Accompagner chaque nouvelle façon de se parler d'une toute petite action qui la confirme pour créer un cercle vertueux entre identité et comportement. Et au cœur de tout ça, il y a quelque chose de simple et de profond à la fois. C'est que tu mérites d'être bien traité. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur, pas parce que tu as tout réussi, mais simplement parce que tu es un être humain, parce que tu es là en train d'essayer, parce que le fait même que tu écoutes ce contenu, que tu cherches à comprendre, que tu veuilles grandir, ça dit quelque chose de beau sur toi. Je travaille avec des gens depuis très longtemps et je peux te dire que ceux qui trouvent le chemin vers une vie plus épanouie ne sont pas